Faites-vous partie de ceux qui agissent et comptent marquer l'histoire d'une Afrique riche et prospère? Terreau Fertile vous invite du 1er au 5 novembre au Palais des Congrès de Lomé pour l'édition 4 du Salon Férine. Venez booster vos affaires, développer un réseau professionnel solide, rencontrer des entrepreneurs, des investisseurs, des personnalités publiques et politiques, nationaux et internationaux. Participez aux conférences, talk shows, ateliers, concours de projets, expositions et autres activités autour du thème « Investir dans l'Afrique de demain ». Infoline 00228 92 96 16 16 ou le 99 72 16 16. Événement parrainé par le ministère des Enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat. Partenaire officiel, Banque africaine de développement. Depuis 2012, la Banque africaine de développement BAD a ouvert son bureau national au Togo. Sa mission, améliorer la qualité de l'assistance et faciliter l'exécution des opérations financées par le groupe de la banque au Togo. En 10 ans d'existence au Togo, la BAD. Ce soir, à l'occasion de ce salon, nous allons parler essentiellement des réseaux sociaux et tout ce qui tourne autour de ce qui s'appelle aujourd'hui influence. C'est vrai que le terme n'a pas été très vite intégré dans les dictionnaires et c'est à partir de 2017 qu'il vient remplacer ce que l'on appelle de façon générale les leaders d'opinion. Et de leaders d'opinion, aujourd'hui, on se retrouve à une dématérialisation du mot leader d'opinion qui se généralise et qui devient de plus en plus emprunté sur divers leviers, dont les leviers digitaux, et qui permettent aux marques, institutions, personnes et toute catégorie de personnes de faire usage de leur personne, de leur contenu pour influencer, pour orienter, pour pousser à l'action les diverses personnes qui se retrouvent dans leur cercle d'influence. Je suis Guy Victoire Kanikatoma Sambénan, je suis expert qualité en gestion des projets, je suis agréé près les cours et tribunaux du Togo et j'officie aux côtés de l'agence Sigma Corporation où je suis associé manager. J'aurai le plaisir de partager la soirée et ce panel essentiellement avec des personnes qui, de façon générale, ne sont pas à présenter. Le premier intervenant sur ce panel est un marabout, mais pas un marabout comme les autres, qui dispose de coris strictement digitaux. Des coris qui permettent d'influencer une campagne de communication, des coris qui permettent d'influencer la perception d'une marque, des colis qui permettent de fabriquer des influenceurs. Il est le grand lauréat du prix spécial grand acteur du digital du Togo, au récent Togo Digital Awards. Il est le représentant de tout ce qu'on va appeler alumni Isika ayant eu un succès assez intéressant sur le digital. Il est le directeur de Gombo Digital, il est le CEO d'ailleurs, et aujourd'hui associé du site Elfree, qui est l'un des sites qui dispose du plus grand nombre d'impressions sur sur l'univers web togolais. Lui, c'est Efi Sabouté, que vous connaissez tous, que j'invite à rejoindre ce panel. Elle s'appelle Mama B. Yovovi. Mama B. Yovovi, pour dire cette personne spéciale à qui sa maman accorde toute l'affection, aussi bien qu'on accorderait de l'affection à un œuf. Partant d'SGIS, elle a fait ses premiers pas à la Caisse nationale de sécurité sociale avant de développer ses skills, ses life skills chez Skills Africa
et ensuite est passée par la Société nationale de boissons, avant aujourd'hui d'être appelée à Orabank, où elle accorde de son savoir pour le développement de la communication de cette institution. Manuela, que je vous prie de recevoir. L'un des plus grands exercices qui s'impose généralement à un modérateur, c'est d'inviter des personnes qui font de ce métier leur gagne-pain. Des personnes qui ont passé toute leur jeunesse à apprendre, à présenter. Des personnes qui écrivent, des personnes qui influencent, qui représentent des marques, qui ont fait de l'art oratoire leur gagne-pain principal. Animatrice de l'émission à plus grande audience à ce jour sur la chaîne nationale, hormis le journal télévisé de 20h. Elle, c'est Océane Kodia, que vous connaissez très bien. Elle ne s'appelle pas Aimée, mais c'est Amé. Bonsoir à tous. Bonsoir. La thématique de ce jour... Comprenez ce que ça fait lorsque les réseaux s'influencent en fait entre eux. Donc c'est très fort. Et comme je le disais aujourd'hui, nous allons parler de l'influence numérique de façon générale, partant du web jusqu'aux médias traditionnels. Et comme je l'annonçais tout de suite, beaucoup de personnes se posent des questions sur la terminologie influenceur, sur le mot influenceur, se posent la question de savoir qui peut être appelé influenceur, quels sont les critères qui peuvent être définis pour appeler une personne influenceur, en quoi cela est utile pour la société, en quoi cela permet aux différentes personnes de tirer un certain bénéfice de leurs différentes actions. Et partant de la gauche, je vais d'abord permettre aux différentes personnes qui sont là de se présenter et d'avancer ensuite sur la thématique. Océane. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Bonsoir chers panélistes. Je suis Océane Amé Kodia. Donc comme tu l'as dit, justement, je suis animatrice et productrice d'émissions télé. Je suis chroniqueuse littéraire, créatrice de mode, auteure. Je suis consultante en médias pour le compte des Nations Unies et consultante également communication et marketing pour le compte de certaines entreprises. Je suis ambassadrice de marque pour 5 différentes marques représentées sur le territoire national et à l'international. Et jeune maman, j'ajoute toujours ça. C'est une précision de taille. Parce que les bébés influenceurs... Non, c'est important. Ouais. C'est important parce que beaucoup de personnes aujourd'hui m'associent mon fils parce qu'on fait certains contenus ensemble. Ah, super. Et filles, avant toi, est-ce qu'on pourrait permettre aux femmes de se présenter? Bonsoir à tous. Manuela Ketoglo, assistante communication Orabank Togo. Qu'est-ce que je peux rajouter à ma présentation si détaillée et personnalisée depuis mon profil Facebook? Je suis titulaire d'un master en marketing et communication et que puis-je ajouter? Passionnée de livres et de gâteaux. Voilà. Passionnée de gâteaux. À la fin, vous aurez des gâteaux offerts par la maison pour toute personne qui aura la possibilité d'atteindre le score de... C'est combien de likes sur la page où vous produisez les gâteaux là? Qu'est-ce que vous serez proposé à la fin? Je pense que sur Facebook, j'avais atteint les 300 000 avant de faire une pause sur Instagram. Je crois que je suis autour de 2000. Ah, un certain pouvoir d'influence. Le grand marabout du web. Bonsoir à tout le monde, je m'appelle Efi Sabouté, donc je suis spécialisé en stratégie digitale et je suis co-directeur de Elfree et directeur de Combo Studio. Justement, la thématique de ce jour porte sur l'influence et je pense qu'il serait assez intéressant que nous partions sur la définition des termes.
c'est quoi aujourd'hui un influenceur? En quoi cela consiste? Et d'où vient cette dénomination qui est aujourd'hui démocratisée et qu'on retrouve dans tous les secteurs d'activité, EFI? Selon moi, un influenceur, c'est toute personne qui crée du contenu sur les réseaux sociaux, mais qui a pour fin ou objectif, en fait, de changer le comportement de sa communauté en termes d'achat ou bien en termes d'engagement, en termes d'action, peu importe la thématique, etc. Aujourd'hui, c'est vrai que le terme un peu, ce n'est plus vraiment du même sens qu'avant, parce que beaucoup ne s'identifient pas à cette façon dont on a galvaudé le terme, genre influenceur. Aujourd'hui, c'est plus comme avant, on disait d'accord, je suis fier parce que j'influence une communauté, mais aujourd'hui c'est un peu détérioré parce qu'on se dit qu'un influenceur c'est quelqu'un qui apporte aussi une mauvaise connotation, une mauvaise image, ou bien quelqu'un qui vend souvent du rêve ou qui est vide de contenu. Puisque en temps il y avait eu beaucoup plus de personnes sur les réseaux, surtout Instagram, avec des photos qui ne reflétaient pas vraiment la réalité. Et aujourd'hui, dans le jargon, il y a tendance à se moquer de certaines personnes en fait, qui se jugent influenceurs, où on dit en fait que ces personnes qui vendent du contenu, qui vendent du rêve, mais qui ne reflètent pas vraiment leur réalité en fait. Ouais, donc c'est pour cela que généralement le terme est passé à un autre sens, où maintenant on parle beaucoup plus de créateurs de contenu, qui a un peu plus de, qui donne un peu plus de washing en fait à l'expression. Merci Efi. Manuela, pour vous qui êtes du domaine du marketing, dans le secteur bancaire, la définition du marketing d'influence, de ce qu'est influenceur, répond à la même définition qu'on a de défi? Alors je dirais qu'à Aura Bank, on préfère le terme leader d'opinion ou créateur de contenu. Entre autres parce que, comme Efi l'a expliqué, au fur et à mesure des années, des tendances, de l'intérêt pour le domaine, le terme influenceur est devenu un peu péjoratif. C'est vrai au Togo, mais aussi sur le plan mondial. Il y a cette séparation-là qui se fait maintenant entre ce qu'on dit influenceur, ce qu'on moque aujourd'hui, et ce qu'on qualifie de créateur de contenu qu'on valorise un peu plus. Donc, disons que nous considérons que nous travaillons avec les leaders d'opinion et des créateurs de contenu. Beaucoup plus vers celle qui peut-être donnera aussi une idée de comment elle se sent généralement lorsque on appelle son nom, lorsqu'elle passe, qu'on dit Océane Koudia, tout de suite quelqu'un vous dira « Ah, c'est une influenceuse ». Et là, ils viennent de nous proposer une certaine définition de ce qu'est l'influence. Pour vous, qui êtes défini comme tel, est-ce que cette définition de la terminologie ou du mot influenceur répond à votre identité, par exemple? Alors, à cette question, je vais répondre simplement en disant qu'en fait, une personne ne se définit pas elle-même comme étant un influenceur ou une influenceuse. C'est plutôt le comportement ou les réactions que vous arrivez à faire avoir à une communauté qui définit si vous êtes un influenceur ou non. Aujourd'hui, on est dans l'abus de l'utilisation du terme lui-même. Parce que comme il l'a dit, on a évolué, et Manuela l'a dit, on a évolué, on ne dit plus influenceur aujourd'hui, on dit leader d'opinion, parce que vous avez cette facilité-là de pouvoir conseiller des gens sur des thématiques, de pouvoir apporter des solutions, de pouvoir juste, je ne sais pas, donner votre point de vue sur une activité qui pourrait faire changer les pratiques ou les manières d'une personne. Ça peut être une personne, 10 personnes, toute une communauté, mais vous n'avez pas idée en fait de ce que vous pouvez représenter pour ces gens. Je crois que c'est de là qu'on parle en fait d'influence, parce que vous arrivez à faire changer une personne quelque part. Lorsque je passe, je ne dirais pas qu'on m'appelle influenceuse pour autant. Je n'ai pas forcément entendu quelqu'un l'appeler ainsi. J'ai plutôt la casquette d'animatrice qui est mise en avant. Mais pour les personnes qui sont à l'étranger, parce que ma communauté est beaucoup plus étrangère,
Vous avez des personnes qui viennent vers vous parce qu'on lit vos contenus. Et je pense que vous le savez, sur ma page, par exemple Facebook, je partage des histoires, des témoignages de personnes, donc des histoires vécues. Et il y a toujours des leçons de morale derrière. Donc vous avez le choix entre le bien et le mal et vous choisissez de faire ce qui vous va. Et je me rends compte que ces histoires sont arrivées à changer beaucoup de personnes dans leur conception de la vie, dans leur conception de l'humain lui-même. Et d'ailleurs, tout à l'heure, sur le dernier panel du Salon Perrine, il y a un jeune qui s'est rapproché de moi en disant que ce soit dans ton émission ou sur ta page, tu as changé la vie de ma famille. Et comment tu as changé la vie de ma famille? Un jour, on regardait ton émission, mon père et ma mère passaient par des moments très difficiles. Tu as dit une phrase qui a fait mon père se remettre en cause. Et depuis ce jour, il est devenu un meilleur père. Il prend soin de nous, il prend soin de mes frères, même si je ne suis pas là. Et je suis juste venue te dire merci. Donc, on n'imagine pas le nombre de personnes qu'on arrive à influencer comme ça, quel que soit l'âge ou quelle que soit la tranche sociale. Et quand c'est comme ça, c'est pas vous-même qui vous définissez comme influenceur, non. Mais ce sont les autres qui vous disent, vous avez influencé, vous avez créé un comportement chez nous qui est positif. Et donc, c'est ça. Par contre, Effie l'a dit, vous avez aujourd'hui des influenceurs sur les réseaux sociaux qui ont été créés de toutes pièces, qui ont eu des communautés qui ne sont pas forcément réelles, ce sont des communautés achetées, parce que ces personnes ont besoin de ce flux pour pouvoir avoir, si vous voulez, des contrats. Ça aussi, c'est connu. Vous avez aussi des influenceurs qui sont dans certains domaines, dans leur environnement. Donc, quand par exemple, vous prenez l'Europe, l'Occident, vous avez des personnes qui sont des influenceurs dans le domaine du sport, de la cuisine, et je ne sais pas, de la médecine, de la décoration, ainsi de suite. Comme vous avez des personnes qui créent des contenus, par exemple, pour de la lingerie fine, pour les voyages, ainsi de suite. Donc, on définit l'influenceur, si vous voulez, si je peux maintenant adapter le thème à votre domaine d'activité, le domaine dans lequel vous excellez réellement et le domaine dans lequel vous arrivez à drainer du monde. C'est ça un influenceur pour moi. De par son explication, de par les différentes explications, nous nous rendons aisément compte que c'est toute une discipline en fait qui est nouvelle, qui se rattache au marketing et qui aujourd'hui exige une certaine connaissance d'un certain minimum de choses dans un domaine spécifique. Normalement, oui, parce qu'il n'est pas seulement question d'être influenceur. Je le dis, il y a certaines personnes qui ont de la chance. Parce qu'en abus, vous avez des stars ou des personnes qui ont réussi à se mettre en avant. Ça peut être sur le plan physique, ça peut être pour n'importe quoi, mais qui ont des communautés de plus d'1 million d'abonnés aujourd'hui. Et grâce à ces communautés, ces personnes se sont réellement dévoilées. C'était des personnes lambda hier. Et parce que des gens les ont suivis, c'est parce que les gens ont vu quelque chose d'intéressant chez ces personnes. Ça a drainé du flux et ça a intéressé les entreprises. Et ce sont les personnes qui gagnent encore plus aujourd'hui dans le marketing d'influence. Donc voilà. Avant d'aller à Manuela, Effie, elle parlait de ces critères-là qui intéressent les entreprises et qui les poussent à aller vers ces différentes personnes qu'elles utilisent pour développer ou promouvoir leurs différents produits. Pour vous qui êtes as du digital, qui aviez déjà drainé plusieurs jeunes, qui aviez accompagné plusieurs marques, comment s'effectue le choix de ces personnes, entre griffes, dites influenceurs? Parce que je pense qu'on doit plutôt parler de leaders d'opinion, créateurs de contenu. Je vais rentrer moins bête parce que j'ai appris la nuance entre les deux termes. Et comment détectez-vous ces personnes? Et quels sont les critères qui font d'eux des influenceurs au sens propre du mot? Bon, elle a nommé des critères quand même. Elle a donné des critères, mais elle n'a pas cité. Je ne sais pas si j'ai les mêmes critères. Mais les critères les plus reconnus sont déjà généralement sous nos cieux ici. Hein. Malheureusement, c'est le nombre d'abonnés. Je dis malheureusement parce que normalement, ce devrait être le taux d'engagement. Vous voyez, c'est le taux d'engagement qui devrait primer en première position, le nombre d'abonnés. Et vous avez aussi l'interaction avec sa communauté. C'est vraiment révolu le temps où vous avez des leaders d'opinion de ce côté et des créateurs de contenu de l'autre côté, si vous voulez, qui juste font une publication et après n'échangent pas avec leur communauté, ne rentrent pas dans les discussions, n'essaient pas de se rapprocher de cette communauté-là. On veut des gens qui soient beaucoup plus proches, en fait, qui se rapprochent beaucoup plus de cette communauté-là, qui essaient d'interagir avec eux
pour mieux comprendre les problèmes. C'est un peu pour un court moment, quand vous êtes pris par une entreprise, pour être influenceur, vous êtes un peu comme le service d'appel, en fait, le service client, en fait. Vous voyez un peu. Donc, ce qui fait que vous avez un peu cet historique par rapport à cette entreprise-là. Voilà. Donc, voici les critères les plus prépondérants par rapport à ce genre d'activité. Après, il y en a, selon les domaines, selon les projets, il y en a vraiment une multitude. Hein. Oui, Manuela pourra dire autres critères et Océane pourra dire aussi autres critères. Oui, bien sûr. Parlons de Manuela déjà. Dans le secteur bancaire, je pense que les critères doivent être beaucoup plus spécifiques. Comment choisissez-vous les personnes que vous utilisez pour la promotion de vos différents produits? Et est-ce qu'il y a des critères spécifiques qui distinguent les différentes catégories de personnes que vous prenez? Et comment s'effectue cette prise de contact de façon générale? Alors, la première chose à dire, c'est que Orabank est vraiment dans une démarche novatrice sur tous les plans. Elle essaie de s'inscrire au maximum et de la meilleure des façons sur les nouvelles tendances de consommation, les nouvelles tendances de communication et de s'intégrer à la chose pour mieux servir sa clientèle. Donc, dans cette optique-là, on a trouvé intéressant de se rapprocher et de mieux intégrer ce concept de leader d'opinion et de communauté digitale. De prime abord, on travaille en général avec des agences de communication, des agences de communication spécialisées, donc qui maîtrisent tout ce portefeuille aujourd'hui de personnalités qu'on a sur le digital et qui sont capables de les classer, de les catégoriser par secteur. Alors nous, à quoi est-ce qu'on s'intéresse? On s'intéresse à l'image de la personne. Il faut que la personne ait une image qui cadre avec les valeurs de la banque, avec l'identité de la marque. Donc, pas de contenu obscène, pas de propos désobligeants, pas de comportement irrespectueux sur les réseaux sociaux. Donc, nous aussi, on mène notre enquête parce que si on doit collaborer aujourd'hui avec une personnalité, on a déjà collaboré avec EFI, on a déjà collaboré avec Amé, justement, on doit être sûr que pendant la campagne et après la campagne, cette collaboration-là ne nuira pas à l'image de la banque. Donc vraiment, le choix doit être strict, très surveillé et être le sujet d'un suivi après. Donc, comme j'ai dit, l'image de la personne, mais aussi la pertinence de son contenu. Puisque aujourd'hui, on cherche à cibler des niches. Ce n'est pas toute la clientèle de Orabank, par exemple, qui visite sa page institutionnelle. Mais par contre, il y a une forte partie des prospects ou de la clientèle qui suit Amé dans son émission, qui suit Amé sur sa page Instagram. Il y a une partie de la cible qu'on vise, celle des entrepreneurs, jeunes artisans, petites, moyennes entreprises qui suivent EFI, qui s'intéressent à ces contenus digitaux, etc., etc. Donc, puisque aujourd'hui, on veut toucher des cibles, des niches particulières, on tablera aussi sur ce critère-là pour faire le choix. Ensuite, c'est vrai qu'une grande partie de notre cible est la cible jeune. Et quand on parle de cible jeune, c'est vrai que sur Internet, les jeunes s'intéressent à beaucoup de choses, mais on doit partir sur le fait qu'on va choisir des thématiques qui grandissent les jeunes, qui profitent aux jeunes. Donc, on va choisir des personnalités qui peuvent amener les jeunes à s'élever, à entreprendre, à chercher à avoir vraiment un bon profil sur les réseaux sociaux. Voilà, donc basé sur ça, on travaille par exemple avec RK, on travaille avec Dijon. Donc, il est vraiment important que ce dont le leader d'opinion parle soit analysé, l'image qu'il renvoie soit analysée, son interaction avec sa communauté, car comme Efi l'a dit, il ne s'agit pas juste de regarder le nombre d'abonnés, de se dire tel a 500 000, il faut aussi voir si tel poste
une publication et que sur la publication, il a 5 likes et qu'on est sur Instagram alors qu'il a 500 000 abonnés, il y a un problème. Ça peut sentir l'arnaque aussi. Donc voilà brièvement les critères sur lesquels on se base pour faire le choix de leader d'opinion. Merci. Je pense que déjà la question nous permet d'avoir déjà une réponse à une question que l'on se posait, parce qu'on se posait la question de savoir concrètement qu'est-ce que ces jeunes créateurs de contenu doivent développer davantage pour être accessibles ou du moins éligibles au marché institutionnel, au marché de marque et tout ce qui va avec. Et je pense que dans votre explication, vous avez déjà sorti certains éléments ici. Je ne sais pas si il y a des éléments que l'on pourrait compléter à ces différents critères qui rendent éligibles ceux aujourd'hui qui sont ces leaders d'opinion là qu'on retrouve un peu partout, qui peuvent influencer peut-être d'un côté, mais ne pas avoir la possibilité d'être éligible pour se faire un modèle économique viable. Je pense qu'elle a tout dit. Hein. La majorité des jeunes n'ont pas une stratégie organisée. C'est ça le problème. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous allez poster quelque chose sur les poissons et demain, vous allez voir qu'il va poster quelque chose d'autre sur les caïmans. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un déphasage entre le post précédent et le post du jour d'après. Ce qui fait qu'à la fin, il y a des entreprises qui sont un peu indécises en se demandant si cette personne-là rentre dans les critères que moi je voudrais par rapport à moi, ma campagne. Si elle ne divague pas trop, etc. Donc ce qui fait que il faudrait d'abord avoir une bonne ligne éditoriale pour être éligible. Il faudrait aussi avoir ce qu'on appelle un média kit. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on vous appelle et que vous donnez des chiffres au hasard, comme ça, au pif, ou bien vous donnez vos chiffres comme ça, non. Il faut faire un PDF bien calé. Tout le monde peut faire un très beau PDF aujourd'hui avec PowerPoint, la base, et mettre de façon harmonieuse, de façon esthétique, ces chiffres, ces statistiques, le taux d'engagement. Tous ces chiffres-là sont visibles en fait dans vos statistiques, sur vos pages, et présenter ça aux entreprises. Donc je pense que c'est tout ce lot d'organisations-là qui impressionne beaucoup plus les entreprises. Les entreprises ne cherchent pas forcément celui qui parle le mieux, qui a le plus de portée. Donc les entreprises cherchent celui qui est le plus organisé et le plus en harmonie avec leur façon de fonctionner en interne déjà et aussi en externe. Vous voyez? Donc c'est ce remue-ménage-là qui fera en sorte que beaucoup auront beaucoup plus de chance. Maintenant, il y a, comme elle a dit, ce qu'on appelle le brand safety, c'est-à-dire que tout ce qui fait référence à votre image sur les réseaux sociaux, est-ce qu'on ne veut pas prendre tel influenceur parce que récemment, elle a clashé telle personne, on ne voudrait pas coller son image, ça s'appelle le brand safety en fait. C'est cette façon de faire vraiment attention à votre image vis-à-vis des influenceurs que vous voulez choisir sur une campagne. Donc il faut vraiment que les influenceurs eux-mêmes fassent attention à leur brand safety pour avoir une très bonne image, parce que même cette image-là se reporte même au niveau du réseau social même où il s'est inscrit. Parce qu'il y a des réseaux maintenant qui notifient que telle personne qui a ouvert telle page, qui a ouvert tel compte, n'a pas une très belle image, ou bien c'est un compte douteux. On voit beaucoup de mauvaises images. Ah oui, mais là, avec le développement que vous êtes en train de faire, EFI, ça suppose qu'il y a toute une industrie derrière celui que l'on identifie comme influenceur, parce que s'il faut préparer un PowerPoint, un PDF qui doit être présenté à des institutions, s'il faut développer toute une stratégie derrière qui va être suivie dans la ligne éditoriale qu'on se crée, il faut tout un staff, il faut une formation assez pointue pour pouvoir être influenceur. Pas forcément. Quand vous dites industrie, là, ça a l'air d'une usine à gaz à l'intérieur. Non, c'est pas une usine à gaz. Mais au début, une seule personne peut bien s'organiser pour avoir toutes ces fonctions-là. C'est un peu comme si vous êtes entrepreneur à vos débuts. Vous êtes le comptable, vous êtes le designer, vous êtes l'imprimeur, vous faites tout en fait. Mais au fur et à mesure que vous commencez à avoir des marchés, vous allez vouloir déléguer des tâches. Vous allez vouloir recruter pour pouvoir vous délaisser de certaines tâches que vous jugez inutiles pour vous, mais vous voulez vous concentrer vraiment sur ce que vous faites, mais c'est de créer du contenu. Vous voyez? Donc, ce n'est pas vraiment toute une industrie au départ, mais vous pouvez fonctionner comme ce qu'on appelle un chef d'orchestre.
Donc le chef d'orchestre que vous êtes au début va pouvoir se rendre beaucoup plus professionnel aux yeux des entreprises et ensuite, lorsqu'elle commencera à faire du chiffre, pourra maintenant en faire, comme vous dites, une industrie. Donc, du coup, un coaching d'influence s'impose à partir de cet instant. Bien sûr, vous avez les bonnes personnes juste à votre... Oui, justement parlant de cet aspect de façon plus spécifique, Océane, pour vous qui faites déjà la pratique de la chose, aujourd'hui sur les réseaux sociaux, vous produisez des contenus qui intéressent les gens et même que il y a une question qui vient juste après, vous allez répondre en même temps, si l'influence se fait essentiellement sur le segment digital ou on peut en parler sur les médias traditionnels. Voilà, donc du coup, si cette influence s'opère également sur les médias traditionnels, donc on parle d'abord de votre expérience personnelle. Est-ce que vous avez commencé avec un staff qui vous accompagne aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un staff derrière? Est-ce que Océane, telle qu'elle est aujourd'hui, est un produit d'un travail de toute une industrie, je reprends le terme, qui fait sa personne? D'accord, alors merci pour la question. Je pense que je vais rebondir sur les deux précédentes questions avant de prendre celle-là. Sur le choix des influenceurs, j'aimerais dire en réalité que ce sont les entreprises qui sont dans le besoin, qui choisissent les personnes qu'elles vont considérer comme étant des influenceuses, leurs influenceuses ou leurs leaders d'opinion. Vous pouvez avoir une entreprise qui commercialise de la boisson énergisante ou énergétique, qui n'a pas besoin de prendre un politicien pour venir lui faire de la communication, mais qui va choisir par exemple de prendre une jeune fille qui pose en bikini et qui va bien se retrouver dedans. Vous voyez, parce que cette personne a déjà trouvé sa cible et c'est de cette cible que cette entreprise a besoin. De la même manière que vous avez par exemple Victoria's Secret qui ne va jamais aller prendre Cristiano Ronaldo pour venir faire la publication, enfin la publicité pour ses produits. Victoria's Secret va choisir certainement une fille ou un mannequin qui va poser en bikini pour ses produits. C'est l'entreprise qui recherche exactement quel est le panneau publicitaire humain qui convient avec ses produits, avec ses services. C'est là que vous vous rendez compte qu'en fait, la question de l'influence, elle ne sera jamais comprise parce que les codes ne sont pas exacts. Ensuite, vous aviez demandé tout à l'heure, Effie disait qu'il n'y avait pas forcément besoin d'avoir une industrie ou une équipe derrière pour travailler l'image. Mais moi, je ne suis pas d'accord forcément avec ça, parce que même si vous commencez aujourd'hui, vous n'avez aucun code de comment ça se présente, de comment ça se passe. Moi, aujourd'hui, je travaille avec une équipe, sinon des équipes, pour le personal branding, parce que sans personal branding, aucune entreprise ne va me trouver assez peaufinée pour devenir un bon produit. Donc, il faut travailler son image. Les contenus sont réfléchis par des équipes. Travailler son image, c'est avoir un bon shooter, un bon photographe, un bon vidéaste. Vous avez un rédacteur en chef qui vient, qui vous rédige ce que vous allez dire, comment est-ce que ça doit être dit, qui corrige les fautes lorsque vous publiez des témoignages. On relit les témoignages par 3 fois avant de les mettre en ligne. Les images qui sont associées aux témoignages sont montées par un infographe. Des fois, on fait des podcasts, c'est un vidéaste qui fait également le travail. Et je ne vous parle pas de l'équipe en backstage. Il y a une maquilleuse, vous avez une équipe d'esthéticiennes et tout le reste. Quand vous voulez, en fait, quand vous voulez élever le niveau, vous voulez être considéré comme une personne très sérieuse, donc comme un créateur de contenu très sérieux, vous devez forcément mettre les moyens qui vont avec. Au départ, oui, je suis d'accord que vous n'avez pas forcément les moyens qui vont avec. Mais aujourd'hui, vous avez un outil très facile qui peut vous aider. Vous avez Internet qui vous montre justement comment faire du personal branding. Vous pouvez commencer vous-même. Comme moi, j'ai commencé au début, j'étais à plus de 150 000 abonnés avant de passer à mon équipe. Mais déjà, ce qui était fait sur la page était travaillé, c'était réfléchi. Donc moi, toute seule, je jouais tous les rôles et à un moment donné, je devais déléguer comme Effie l'a dit. Mais pourquoi est-ce que j'ai délégué? Parce que le travail c'était plus quelque chose de facile à faire. Parce que vous faites les contenus, vous n'allez pas vous permettre de réfléchir à qu'est-ce que vous allez porter pour faire un shooting, qu'est-ce que vous allez dire lorsque vous allez à une conférence, ainsi de suite. Il faut forcément une équipe professionnelle derrière pour vous accompagner. Ça veut dire que vous avez élevé le niveau d'un niveau basique à un niveau professionnel et ça va également augmenter en fait votre chiffre d'affaires. Si avant, lorsque vous étiez seul, que vous travailliez seul, vous n'aviez pas atteint ce degré de professionnalisme, vous vendiez peut-être une publication à 100 000 francs,
Lorsqu'on voit que sur votre page, vous avez un calendrier bien précis, on a un infographe qui travaille vos visuels, on a une bonne organisation, il n'y a pas de fautes, il n'y a pas de bêtises qui circulent, vous avez la possibilité de demander à une agence de vous payer le double ou le triple. Parce que cette agence va aller se rendre compte que vous êtes vraiment professionnel dans ce que vous faites. Mais si vous voulez rester sur le niveau basique en se disant « Ah, mais tiens, moi-même j'ai constitué ma communauté, donc il n'y avait personne, je veux continuer comme ça », vous allez rester au niveau basique. Parce qu'après, vous vous rendez compte, c'est au Togo en fait qu'on minimise le métier de créateur de contenu. Lorsque vous allez dans les pays comme le Nigeria, c'est carrément une profession à temps plein. C'est des gens qui ont toute une équipe derrière eux, H24, qui travaillent sur n'importe quoi qu'ils vont mettre sur les réseaux sociaux et même les offres qu'ils vont proposer aux entreprises. Donc, c'est important d'avoir en fait cette machine-là, d'avoir son équipe qui va faire du personal branding pour vous, qui travaille vos contenus, qui vous aide en fait à vraiment devenir professionnel dans le domaine. Et quand vous devenez professionnel, ce n'est pas seulement pour le milieu local. Vous pouvez travailler avec l'international. Je pense qu'Effie est d'accord avec moi. Les étrangers recherchent ce degré de professionnalisme. Il faudrait que sur les réseaux, vous soyez référencés. Il faudrait que vous ayez une biographie, un portfolio et plein d'autres choses qu'on vous demande d'ailleurs. Parce que souvent, quand les grandes conférences vous invitent, la première chose qu'on vous demande, c'est on a vu que vous avez un bon flux, vous êtes vraiment suivi. Est-ce qu'on peut avoir votre biographie ou votre portfolio ? Et si c'est une entreprise, par exemple, dans le cosmétique, est-ce qu'on peut avoir votre portfolio pour voir vos images? Donc, imaginez que vous n'avez pas de banque d'images, que vous n'avez pas des images professionnelles bien travaillées. Ça peut vous éloigner de ce marché, par exemple. Donc, à un moment donné, quand vous considérez que vous êtes créateur de contenu, il faut se mettre en tête que vous devez élever le niveau pour avoir de bons marchés. Autrement, vous allez avoir de petits marchés de 10 000, 20 000, mais ce ne sera même pas assez parce que vous n'allez pas grandir dans le domaine et vous n'avez pas d'objectif, vous n'avez pas de vision. Donc voilà. Maintenant, pour revenir à ma question, je crois que j'ai répondu à ça, mais il y avait une deuxième question sur est-ce qu'on peut basculer du digital vers les médias traditionnels pour l'influence? Bien sûr que oui. Parce que sur les médias traditionnels, vous avez tout votre espace d'émission, vous pouvez lancer des débats sur des thématiques qui tiennent à cœur à beaucoup de personnes. Et on a vu très facilement cet exemple avec, j'aime pas beaucoup en parler, mais c'est l'exemple papa, il faut le reconnaître, elle a bien fait. La coach Amonchik, elle a quitté les réseaux sociaux, elle est passée sur un média traditionnel, même s'il est assez numérique, mais elle a cartonné là-bas. Donc, le contenu que vous développez sur les réseaux sociaux, si vous le pensez bien, vous pouvez le ramener sur les médias traditionnels et faire un contenu extraordinaire, un bon programme qui va augmenter en fait l'audience des médias traditionnels. Voilà. Je pense que le métier se professionnalise. Là, on parle de chiffre d'affaires, on parle de bilan, on parle d'élever le niveau et tout ce qui va avec. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a de l'espoir pour les jeunes créateurs de contenu locaux? Il y a beaucoup plus d'espoir pour les jeunes créateurs de contenu parce que Manuela peut le dire aujourd'hui, vous avez les entreprises qui recherchent beaucoup plus des créateurs de contenu et qui préfèrent encore aller avec cette cible-là que d'aller sur les médias traditionnels. C'est malheureusement ce qu'on remarque. Pourquoi? Parce que le digital va très vite. Le numérique, c'est très rapide. Donc, si une personne fait de bons flux et que cette personne est vraiment suivie, c'est plus facile pour cette personne de vous aider à atteindre votre objectif, votre cible, que si vous allez sur les médias. Parce que si vous allez sur les médias traditionnels, vous allez devoir choisir le créneau. Ça peut être soit dans le JT, une émission qui est bien suivie, mais toutes les émissions, comme la pause par exemple, si, comme la pause, oui, mais les émissions ont une limite. Les émissions ne rassemblent pas toutes les cibles. Alors que lorsque vous êtes sur le digital, avec un bon contenu, vous êtes vraiment étonné de voir des grandes personnes vous suivre, de jeunes personnes vous suivre, des femmes comme des hommes, et vraiment vous vous demandez, ah, tiens, ce contenu que je fais, je ne l'ai pas imaginé comme ça, mais ça intéresse tout le monde. Alors que si c'est sur un média traditionnel, une émission de midi, c'est une émission interactive. Et donc, on va vous dire que ce sont les jeunes qui sont beaucoup plus représentés dans cette émission. Pour toucher une cible plus âgée, il va falloir aller dans le JT de 20h ou aller, je ne sais pas, après le JT de 20h, ainsi de suite. Donc, vous n'avez pas la possibilité de toucher toutes les cibles en un clic. Alors que sur les réseaux sociaux, c'est très facile de le faire. Et encore que les différents réseaux vous donnent aujourd'hui des outils pour sélectionner la cible que vous voulez toucher. Et donc, vous pouvez toucher une cible très facilement
en sponsorisant ou simplement en faisant une publication bien ciblée. Donc oui, on peut basculer et ça peut même très bien réussir si on a une personne qui maîtrise le domaine et qui sait comment les algorithmes marchent, comment il faut aller choisir la cible et qu'est-ce qu'il faut publier pour pouvoir intéresser tout ce beau monde-là. Merci. Instagram, LinkedIn, Facebook ou Twitter? Alors, Facebook à la base. Facebook, Instagram, Twitter, je ne suis pas très Twitter, je ne sais pas pourquoi. TikTok parce qu'on partage des vidéos, on se dit, comme on dit là, on partage des vidéos, on se dit les vérités dedans et ça s'engage très vite aussi sur TikTok. Et puis, aujourd'hui, pour les producteurs de contenu, nous avons une multitude de réseaux sociaux. Nous avons tous ces canaux-là sur lesquels les jeunes vont se connecter pour être un influenceur à succès. Dans le cas du Togo particulièrement, où se trouve le Saint Graal? Sur quel réseau? Sur quel réseau? En fait, je ne prendrai pas la question comme ça parce qu'en fait, on ne peut pas être un influenceur à succès, mais on peut être un créateur de contenu à succès qui influence. Ok. Vous voyez? Le truc, c'est que avant de répondre à la question, vous influencez dans quoi exactement? Parce qu'il faut avoir des domaines précis, des domaines spécifiques. Donc, si vous êtes, par exemple, moi je suis dans le domaine du design, dans le domaine du branding, la création de contenu digital. Donc, ceux qui me connaissent, ceux qui me suivent, en fait, me suivent pour cela. Donc, je ne peux pas me lever un matin et commencer à écrire sur la mode. Parce que d'abord, je ne m'y connais pas. Et en plus, ceux qui ont signé n'ont pas signé pour ça. Vous voyez? Donc, moi, je te dirais beaucoup plus que par rapport à moi, je pourrais dire Twitter, je pourrais dire Instagram, par exemple. Mais ce n'est pas la même chose pour quelqu'un d'autre. Vous voyez? Maintenant, si on prend la question sur un côté vraiment grand public, on sait tous qu'en fait, la majorité des Togolais actuellement, c'est soit TikTok, c'est soit Facebook. Vous voyez? La majorité, en fait, du public jeune togolais sur les réseaux sociaux, c'est entre TikTok et Facebook. Donc, si vous voulez vraiment avoir beaucoup plus peut-être d'impact en parlant de tout et de rien, en donnant beaucoup plus votre avis sur tout et n'importe quoi, vous aurez beaucoup plus d'impact si vous allez sur Facebook ou si vous allez sur TikTok. Mais j'ai encore une réserve pour Facebook parce que TikTok est tellement en train de prendre de l'ampleur que ça subit le même bénéfice qu'a subi WhatsApp auprès même d'une population analphabète qui n'avait pas besoin d'écrire, qui a juste besoin d'appuyer et de faire des vocaux. Et c'est un peu le même principe. Vous allez au village, même nos moments commencent, nos grands-mères commencent même à utiliser TikTok. C'est impressionnant. Ah ouais. Arrive à l'installer toute seule alors que vraiment, on n'aurait pas cru que ça aurait été aussi intuitif que cela. Ouais, un peu. Donc c'est vraiment à prendre avec des pincettes votre question. Mais sur le plan vraiment, on est au Togo, c'est TikTok ou c'est Facebook, quoi. Manuela, la même question, mais sur deux volets. D'abord, vous, à titre personnel, et ensuite, Orabank, aujourd'hui, retrouve où ses clients, sur lequel des réseaux se trouve votre niche? Où allez-vous chercher les clients et comment saviez-vous que c'est là que se trouvent les clients de votre cible? Ok, le premier volet sur le plan personnel, j'ai pas compris. Sur le plan personnel, pas en tant que attachée ou assistante communication à Orabank, en tant que Manuela qui est assez présente sur les réseaux sociaux, qui revendique cette place de la Yovo-vie de sa maman. Et quel est le réseau sur lequel vous pensez que vous influencez une certaine communauté, vous à titre personnel d'abord? Ok. Alors, à titre personnel, bon, j'avais une pâtisserie digitale. Donc, c'est vrai que sur les 5-6 ans d'existence de ma pâtisserie, j'étais très active sur Facebook, Instagram et WhatsApp. Donc, je peux dire que c'était les 3 réseaux sur lesquels j'avais vraiment du mouvement. Maintenant, je m'étais aussi inscrite dans une dynamique 360 degrés où quand vous allez sur Google et que vous mettez le nom de ma pâtisserie, Bistrot Gourmand Lomé,
Vous me trouvez sur Google, Google Maps, Pinterest, YouTube, enfin j'étais partout parce que j'avais aussi cette curiosité-là de développer mes connaissances en communication, voilà tout ce que j'avais appris. Bon, je mets ça à l'imparfait parce que les activités de la pâtisserie sont entre parenthèses, bien que la communauté soit toujours là et m'attende pour un retour. Voilà, donc aujourd'hui, à titre personnel, je pense que j'influence plus sur, sur WhatsApp parce que j'ai quand même ma liste de contacts de 1000 à 2000 personnes quand même qui continuent de me suivre sur WhatsApp où je publie sur les gâteaux, sur les séries coréennes, etc., etc. Donc voilà, ça à titre personnel, aujourd'hui c'est WhatsApp. Maintenant, concernant la banque, où se trouvent les niches se trouvent partout. Les niches se trouvent partout parce que Aura Bank, contrairement à l'idée qu'on a, c'est pas une banque élitiste en fait, c'est une banque pour tous. Donc ça veut dire qu'on cible tout autant la maman au village que le jeune étudiant, que la jeune femme entrepreneur, la nouvelle maman, les nouveaux mariés, bon, etc., etc. Donc c'est pour ça qu'on collabore avec différents leaders d'opinion pour pouvoir en fait couvrir tous les segments de notre cible. Donc c'est pour ça que par exemple on ira vers Guillaume Jondo qui est très actif sur Twitter, qui a une communauté qui se développe de plus en plus autour de sa plume, qui est très intéressante, qui attire beaucoup et qui spontanément fait réagir les gens sur différents sujets. On ira vers EFI pour toucher tous ces jeunes entrepreneurs-là qui veulent en savoir plus sur le digital et qui ont le web marabout en exemple ou en modèle absolu. Voilà. On ira vers Amé parce qu'elle touche non seulement le grand public, grâce à son aura sur la TVT, sur la pause, à son aura aussi sur sa page parce qu'elle parle justement de beaucoup de sujets qui touchent beaucoup de personnes de façon intime, vous voyez. Et on ira aussi vers elle parce qu'elle représente aussi, aujourd'hui je pense, le chic, le glamour, avec sa collaboration avec de grandes marques et tout ça là. Donc elle est susceptible de représenter tout autant notre cible VIP, top VIP, que de s'adresser à notre cible grand public. Donc voilà, on essaie d'être un peu partout, mais pas de façon dispersée, de façon ciblée. Donc vous nous retrouverez principalement aujourd'hui sur Instagram, Dijon RK, sur Facebook avec Amé Efi, sur Twitter avec Guillaume Jondo. Et voilà, on essaie aussi d'aller un peu plus vers YouTube, où on a notre propre chaîne, on essaie de poster un peu plus. Alors oui, un peu sur TikTok, même si c'est un peu délicat pour la banque pour le moment. C'est vrai qu'on a collaboré avec Totorino, King et Oti. Voilà, on essaie de cibler parce que TikTok, ça part facilement dans tous les sens. Ça part facilement dans tous les sens, mais on sait que pour toucher la cible jeune de, je ne sais pas, de 16 à 25 ans, il faut savoir se positionner là-bas également. Donc voilà un peu. Et LinkedIn aussi, on pense à développer ça. Ah d'accord. Je pense que la réponse est assez précise parce que tout de suite on retrouve la banque sur du 360 degrés digital qui permet quand même de toucher aux différentes cibles. Donc ça suppose que chaque catégorie d'influenceurs trouve son compte auprès de la banque. Et si aujourd'hui on doit parler de modèle économique et au niveau du secteur bancaire, d'après les différentes interventions d'Océane, de Défi et tout ce qui va avec ce que vous avez dit, on se rend compte qu'aujourd'hui, un créateur de contenu en lui-même constitue un produit, une marque en elle-même. Est-ce qu'il est permis de penser que cette marque peut s'aventurer vers une banque pour dire « je suis créateur de contenu »
voici ma façon de réfléchir, voici ce que je compte faire d'ici 2-3 ans. J'ai besoin du financement de la banque pour développer mon influence sur ma cible de façon générale. Peut-on penser à cette éventualité avec le groupe Orabank? Un créateur de contenu qui a un projet, qui a un business plan, qui a une vision pour le développement de sa marque est le bienvenu à Orabank. Nous avons des produits comme le CECP, le compte épargne crédit professionnel, qui peuvent intéresser parce que, par exemple, ce CECP-là, c'est un produit qui bénéficie en 2 temps. Sur une année, vous épargnez. Et en mettant de l'argent de côté, vous prouvez à la banque que de façon régulière, vous pouvez mettre de côté une certaine somme, vous pouvez avoir un certain niveau de revenu et cela constitue une base pour votre dossier de demande de crédit. Donc, au terme de ces 12 mois d'épargne-là, vous pouvez soumettre un dossier de demande de crédit. Un peu comme ton voilà, pour être accompagné par la banque. Donc ça, par exemple, c'est un produit qui peut intéresser ces créateurs de contenu-là qui ont de la vision, qui savent que dans 1 an, dans 2 ans, je veux couvrir tout le Togo, mais je veux aller au-delà. Et je sais que vraiment, c'est un projet d'entreprise que j'ai, sachant que moi-même, je suis le produit que je veux vendre. Donc, je me résous à mettre cette somme-là de côté pour prouver ma fiabilité ou mon engagement. Et ensuite, je suis capable aussi de ne pas, de ne pas avoir besoin de cette somme-là, puisque c'est une somme bloquée. D'accord? De réussir vraiment à me débrouiller pour créer de la valeur, créer de la richesse, et ensuite venir devant la banque et dire, voilà, j'ai un plan de rentabilité, j'ai cette stratégie de communication, le secteur est en pleine expansion, je veux me professionnaliser, je me forme déjà et je veux être accompagnée par la banque. C'est tout à fait possible. Super. Et je pense que ceci pourrait bien intéresser Océane parce que développer sa marque, la marque, je ne sais pas comment on l'appelle, la marque Océane. Emekodia, voilà, donc c'est la marque Emekodia et viendra aux côtés d'Orabank pour solliciter un financement. Mais vu qu'ils ont profité de l'audience du Salon Férin pour faire de la publicité, je pense que Linda passera la facture après à Orabank pour cette session où ils ont profité pour vendre. Écoutez, Orabank est partenaire du Salon Férin, a participé au prix de la femme entrepreneur qui sera décerné au Salon Férin et à un autre prix également. Donc, je pense que nous sommes... La facture est réglée. Voilà, tout à fait. Alors, moi, j'aimerais quand même rebondir sur la question posée à Manuela. Lorsque vous demandez si c'est possible pour un créateur de contenu d'être éligible à un prêt ou de pouvoir être soutenu par une banque, je dis si parce qu'on est toujours en train de regarder le créateur de contenu comme une personne lambda sortie de nulle part qui se met à faire des choses pour son intérêt personnel. Alors que sous d'autres cieux, un créateur de contenu, c'est une entreprise. C'est complètement une marque qui est créée, qui est déposée, donc une marque qui est certifiée et donc qui peut produire beaucoup de choses. C'est-à-dire une personne, moi par exemple, Amekodia, c'est une marque de vêtements. Bientôt, ça va être des livres qui vont sortir, ça va être des gadgets, il y aura plein de choses que vous allez retrouver, mais ça devient carrément une entreprise. Et au-delà de ça, toutes les entreprises avec lesquelles je travaille, pour la plupart, on a déjà un partenariat gagnant-gagnant, c'est-à-dire c'est pas seulement que vous utilisez mon image pour vendre, mais comment est-ce que dans l'utilisation de mon image, moi-même, je gagne doublement. Donc, je peux par exemple décider d'ouvrir une boutique de représentation de la même marque que je représente en termes d'image et que tout ce que je vais commercialiser dans cette boutique, je récupère un pourcentage dessus. Ou alors que la marque décide par exemple dans son plan de développement de me laisser la représenter sur tout mon territoire national où je suis pour que chacun puisse gagner quelque chose derrière. Et donc, si par exemple je décide de représenter ou d'ouvrir une agence, je ne sais pas, de transfert d'argent, et que je vais voir Orabank et je dis Orabank, j'ai envie d'avoir un point de transfert d'argent, comment est-ce que vous voulez m'aider? Ils vont forcément considérer le fait que nous travaillons déjà ensemble et vont peut-être vouloir m'alléger les formalités pour que je puisse le faire.
en sachant qu'en étant déjà à la base à Orabank, j'ai une image de marque et donc beaucoup de personnes sont rassurées en me voyant moi ouvrir mon point de transfert d'argent et voudront venir vers moi plutôt que d'aller dans une agence Orabank. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, toutes ces choses sont des avantages des deux côtés. Donc, aujourd'hui, c'est comment considérer, en fait, si vous voulez, le marketing d'influence comme étant une entreprise. C'est ce niveau que beaucoup de personnes ne voient pas. Et c'est pour ça que tout à l'heure, vous le demandiez, est-ce que les jeunes d'aujourd'hui pourront s'en sortir? Je vais dire oui ou non. Je vais dire oui et je vais dire non. Je vais dire oui parce que s'ils réfléchissent réellement de manière professionnelle, et pour le faire, il faudrait vraiment qu'ils aillent voir des agences professionnelles parce qu'on est d'accord que ce sont des jeunes qui sont encore sur les bancs, qui ont eu la chance de développer des communautés sans même savoir ce que ça veut dire avoir une communauté, qui sont sur les réseaux en train de se clasher, qui sont dans leur petite jeunesse, il ne faut pas trop leur demander, et donc qui ont de fortes communautés, mais que ces communautés peuvent être vraiment quelque chose, c'est une mine d'or. Donc il faut que ces jeunes puissent aller vers des agences avec leur flux pour dire... Voilà, moi j'ai une communauté de 200 000, 300 000, 1 million d'abonnés. Voilà comment est-ce que j'ai eu cette communauté. Vous êtes une agence de développement digital. Comment est-ce que vous allez pouvoir m'aider à me positionner? Parce que c'est quand même assez fou de passer des heures sur les réseaux sociaux, d'investir dans le crédit de connexion Internet ou dans la connexion Internet et de ne pas pouvoir rentabiliser, ne serait-ce que pour s'acheter de l'eau ou s'acheter cette connexion qu'on utilise. Donc, il faut aller voir les agences qui sont professionnelles pour dire, même si c'est 10 000 abonnés, écoutez, je suis certaine que 10 000 abonnés, ça peut gagner quelque chose. Si, avec 10 000 abonnés, j'arrive à porter une tenue aujourd'hui, je sors, je poste la tenue, j'ai 25 personnes qui me demandent où est-ce que j'ai acheté ma tenue et que j'ai l'intelligence d'aller voir le créateur ou la personne qui m'a habillé pour lui dire, Joe, j'ai 25 personnes qui me demandent où est-ce que j'ai eu ma tenue. Donc, ça veut dire que ta tenue, je peux facilement la vendre sur mon réseau. Il faut qu'on fasse un deal. Si la tenue, tu me l'as vendue à 10 000, je te dis, mets le prix à 15 000. Les 5 000 qui sont dessus, tu me les reverses. Ou alors, mets le prix je ne sais pas, à 12 000. À moi, tu le fais à 8 000. Moi, je vais le vendre à 10 000 ou à 12 000. Et ce qui est là-dessus, je récupère. C'est une entreprise, en fait, il faut être speed dans la tête. Ce n'est pas seulement être sur les réseaux sociaux pour être sur les réseaux. C'est là où je considère que pour que la jeunesse puisse manger des heures qui sacrifient ou bien qu'elle sacrifie sur les réseaux, il faut encore beaucoup de choses. Il faut de la sensibilisation. Il faut leur expliquer en fait que ce n'est pas du jeu. Ce matin, nous étions en train de négocier avec une influenceuse nigériane pour la représentation d'une marque de cosmétiques. Elle est vraiment connue. Elle a 3 500 000 abonnés sur Instagram. Lorsqu'on l'a contactée, on lui a proposé le marché. Elle a dit, ça me plaît, je veux le faire. Et on lui a demandé son cachet. Vous allez tomber, mais vraiment sur, excusez-moi vos fesses, elle a demandé 14 millions le mois. 14 millions le mois. Alors que pour qu'on te paye 14 millions le mois, il faut que tu puisses fournir à l'agence 10 fois plus que ce qu'on te paye à toi. Donc, est-ce qu'elle nous garantit qu'on pourra avoir 140 millions par mois de chiffre d'affaires si on la prend comme ambassadrice? Ce sont des calculs, en fait. C'est vraiment tout un art, c'est tout un métier. Et je dis, les gens sont arrivés à ce stade. Mais ils ne sont pas arrivés à ce stade en se levant, en marchant dans la rue, en faisant un snap et en postant. C'est en se disant, mais tiens, comment je fais pour que mon contenu touche une cible donnée, que ça puisse générer de l'intérêt, que ça puisse amener les gens à réagir et que moi, derrière, je puisse gagner quelque chose. Les clashs, c'est beau. Chez nous, c'est les clashs. On ne comprend même pas que le temps qu'on met, les gens, ils font 5 heures, 6 heures de live, 10 heures de live et ils ne rentabilisent même pas 1 franc. Alors que vous êtes sur des réseaux qui sont, et Film le dira, il ne dira pas le contraire, vous êtes sur des réseaux qui sont aujourd'hui monétisés. Ils ne savent même pas qu'en étant sur les réseaux, en faisant 1000 vues, on est payé par exemple par Facebook, on est payé par YouTube, on est payé par TikTok. Ils sont là, ils sont connus. Mais vous êtes connus quand vous sortez, les gens, ils vous regardent. Mais après, vous rentrez chez vous, le propriétaire, il attend pour que vous lui payiez le loyer. Donc, il y a un vrai problème par rapport à ce que les gens ils comprennent du marketing de réseau ou le marketing d'influence. Créateur de contenu, c'est trop dire. Parce que quand vous leur dites créateur de contenu, la personne, elle voit tout de suite une caméra, la logistique, c'est pas évident. Je peux les comprendre, ils sont encore très jeunes. Mais il faut aussi leur expliquer qu'en réfléchissant un peu plus, rien qu'avec votre téléphone, vous pouvez créer de belles choses. Je donne encore un autre exemple. Nondras TV, je ne sais pas si vous les connaissez. Ce sont des jeunes qui sont partis de rien du tout, qui faisaient des vidéos de gags, de blagues, de sketchs, qui sont aujourd'hui cotés, qui sont réclamés partout.
Et ce sont des gens qui vous font des millions de vues et qui ont des marchés à l'international comme sur le plan national. Mais qu'est-ce qu'ils utilisent pour faire leur contenu? Ça va vous choquer. Ils utilisent un iPhone 12. iPhone 12, sans micro, sans rien du tout. Ils se filment avec. Et avec un iPhone 12 qui vous fait une vidéo en 4K, ils arrivent à vendre ça à des entreprises qui leur payent des dizaines de millions et ils sont bien. Donc, il faut arriver à dire à nos jeunes, avec un téléphone en main, ils ont tous des iPhones aujourd'hui pour faire des photos, pour faire des vidéos, pour partager sur les réseaux. Mais si vous avez un iPhone aujourd'hui, utilisez cet iPhone pour faire des contenus intéressants. Soignez votre image avec. Vous êtes sur les réseaux sociaux, allez sur Google. Regardez comment on crée de bons contenus. Vous êtes la fille de la vendeuse de bouillie au coin de Lonato. C'est impossible que vous ne puissiez pas gagner de l'argent avec cette activité. Commencez par partager que vous êtes là, regardez tout le... Il y a tellement de magie derrière le truc que des fois, lorsque je vois des gens sur Internet qui disent « Océane, donne-moi de l'argent », je me dis « Mais on a un vrai problème. Il faut que les gens y rêvent grand. » Et ça part du fait d'aller voir ce qui se fait ailleurs. Comment est-ce que les gens ils arrivent à faire ailleurs? Vous-même, vous êtes un panneau publicitaire. Si vous décidez de vous vendre, vous vous soignez forcément. Ce n'est pas seulement une question d'influence ou d'avoir le flux. Mais qu'est-ce que tu présentes? Si tu as une bonne image, les entreprises vont vraiment courir derrière toi. Mais tu peux avoir 5 millions d'abonnés, tu auras des marchés de 100 000, 200 000. Parce que les vraies entreprises qui ont le pouvoir d'achat, les vraies entreprises qui ont le budget pour te donner des contrats de millions ne sont pas intéressées par ce que tu leur proposes. Donc ça, c'est important. Je veux vraiment qu'un jeune, s'il me regarde aujourd'hui et il veut s'investir dans ce domaine, qu'il comprenne que c'est vraiment du travail, c'est pas du jeu. On ne vient pas sur les réseaux sociaux pour passer du temps ou se coucher et dormir, mais on vient sur les réseaux pour gagner de l'argent parce qu'ailleurs, les gens ont construit des maisons. Les gens sont des milliardaires. Celui qui a créé Facebook, lui-même, il s'en met plein la poche pendant que nous lui donnons de l'argent et nous dormons affamés. Ça n'a pas de sens en fait. Il y a des outils, donc allez découvrir ces outils, simplement. Voilà. Je pense que ceux qui ont des oreilles entendront. Et je pense que Océane, elle a fait en même temps une sensibilisation de grande taille en demandant aux créateurs de contenu de s'adresser aux agences pour que ces agences les accompagnent dans leur stratégie de développement de brands. Merci Océane pour cette publicité faite aux agences. Mais au même moment, le défi pour le créateur de contenu est soulevé. Mais il y a des défis qui sont liés au pays, il y a des défis qui sont liés aux annonceurs. Dans le contexte local, cette fois-ci purement local, quels sont les plus grands défis auxquels vous faites aujourd'hui face et qui, lorsqu'ils sont surmontés, vous permettront carrément, comme on le dit, de casser la baraque de façon générale? Alors à la base, déjà merci pour cette question. À la base, il y a beaucoup de personnes qui ont créé leurs influences sur YouTube. Je crois que c'est de là même que tout est parti. Donc vous avez plein de gens qui ont des contenus sur YouTube avec des millions de vues. Et malheureusement, il y a cela quelques années, on n'avait pas la facilité d'avoir accès à Internet. On n'avait pas la fibre de Togocom. J'en profite, je fais un petit clin d'œil, qui vous permet d'avoir une connexion très fluide, vraiment haut débit, que vous utilisez partout où vous voulez. Ça, c'est le premier point. Donc, c'était un gros défi, en fait, en réalité. Avoir la connexion Internet et... Linda, la facture. Donc, on va avoir une bonne connexion Internet, par exemple. C'était un gros défi. Mais aujourd'hui, on a de la connexion Internet. Elle est très, très bonne. Et il suffit de se rapprocher des opérateurs pour s'en rendre compte. À côté de ça, il y a, je vais dire, le marché lui-même. C'est-à-dire, le Togo est un tout petit marché. Nous sommes vraiment beaucoup pour un marché digital. Donc, on a beaucoup de profils qui ne sont pas forcément de bons profils. Donc, les entreprises ont du mal à trouver ce qu'elles recherchent. Et à côté, vous avez aussi beaucoup de personnes qui font du contenu, qui ont du mal à trouver des entreprises qui vont pouvoir s'associer à elles pour pouvoir leur faire gagner quelque chose. Donc, qu'est-ce que ça demande derrière? Si vous vous rendez compte, par exemple, que vous avez Orabank qui exige que vous ayez une image de marque, c'est-à-dire que votre personal branding soit peaufiné, que vous-même vous ayez cette manière de concevoir la vie qui est propre aux valeurs de la banque, et que vous avez l'intention de travailler avec Orabank ou d'attirer Orabank ou encore une entreprise qui est dans le rouage là, qu'est-ce que vous faites? Vous travaillez sur vous pour pouvoir rentrer dans le rouage. C'est très très facile.
c'est comme une jeune fille qui est venue vers moi un jour qui m'a dit, Océane, je veux devenir influenceuse pour une marque de paille, une marque prestigieuse de paille. Et je l'ai regardée, je lui ai demandé, qu'est-ce qui te fait penser que tu serais une bonne influenceuse pour une marque prestigieuse de paille? Elle m'a dit, j'aime bien m'habiller en paille. D'accord, c'est traditionnel chez nous. Nos mères aiment bien s'habiller en paille. Donc, on a eu ça comme éducation. Et donc, est-ce que vous avez des images pour que je puisse voir si réellement vous avez de la plus-value? Elle m'a sorti des images, mais j'ai été vraiment désolée. Je dis, vous voulez travailler avec une marque prestigieuse, je vais donner un nom, comme par exemple Vlisco. Mais toutes les photos que vous avez faites, c'est avec, je ne sais pas, Chigambi ou quelque chose à côté. Et vous vous attendez en fait à ce que Vlisco vous identifie. Comment Vlisco va vous identifier? Ce n'est pas possible. Ce que vous avez à faire, si vous sentez réellement que vous devez aller là-bas et que vous êtes prête à investir pour aller là-bas, vous commencez à investir sur vous. Vous allez à la boutique Vlisco, vous achetez ne serait-ce que le quart du tissu, vous allez vers un styliste, vous faites un partenariat, vous lui dites « Je peux porter ces tissus, je peux te faire de la publicité, je peux payer moitié prix, le reste tu me le passes. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je te ramène du monde par rapport à ça. » Vous allez voir un photographe, il y a plein de jeunes photographes aujourd'hui qui ont eu la formation, qui veulent avoir aussi des modèles gratuits. Donc, vous négociez avec un photographe qui vous fait des photos, c'est gagnant-gagnant. Il va mettre qu'il a fait des photos à telle personne. Vous allez mettre les photos dans votre portfolio. Vous irez voir Vlisco. Vous allez leur dire, ah tiens, j'ai toujours aimé m'habiller en Vlisco. C'est une tradition chez moi. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait en grandissant? Je me suis habituée à porter du Vlisco. Je viens vers vous parce que je veux pouvoir continuer à le faire et je pense que mon image aujourd'hui va vous apporter quelque chose. Parce qu'à chaque fois que je porte des tissus Vlisco et qu'on me fait de belles tenues, il y a toujours des gens qui réagissent autour de moi. Quand vous commencez à parler aux entreprises comme ça leur parle réellement. Mais n'allez pas vers une entreprise avec quelque chose qui ne leur dit absolument rien. Vous n'irez pas vers Orabank aujourd'hui pour dire, vous allez conseiller les gens, vous allez leur dire d'aller acheter des cartes Orabank. Et quand on va vous demander à vous-même, est-ce que vous avez déjà utilisé une carte dans votre vie, vous allez dire non. Bon, vous n'avez jamais utilisé de carte, mais vous voulez quand même nous ramener des gens pour acheter nos cartes. Sur la base de quoi? Comment vous allez leur expliquer c'est quoi une carte bancaire? Est-ce que vous connaissez nos valeurs, ainsi de suite? Donc oui, c'est important et c'est un gros défi pour les jeunes de savoir réellement c'est qui la personne qui va pouvoir associer son image à une entreprise et derrière aussi quel est le travail à faire. Et je reviens toujours sur la question des agences. Vous avez beaucoup d'agences aujourd'hui qui ne vous demandent pas de leur payer des millions. C'est sur les marchés, les filles doivent être d'accord avec moi, c'est sur les marchés que vous payez une agence. Agence ou manager, le manager il perçoit, mais c'est sur les marchés que vous gagnez qu'il perçoit. Donc il ne paie rien. Et si vous gagnez un marché, que vous devez faire du contenu, c'est ce que vous avez gagné sur le marché que vous utilisez pour faire un shooting photo, pour faire une vidéo, pour acheter un tissu, appeler la maquilleuse, ainsi de suite. Et quand vous faites tout ça, vous fournissez du professionnel, des contenus professionnels à l'entreprise, mais il vous reste votre marge, vous gagnez votre vie et tout le monde est content. Mais maintenant, arriver à ce niveau de réflexion, c'est toujours ça le gros défi pour moi. Et je reviendrai toujours dessus tant que je vois qu'il y a plein de jeunes aujourd'hui qui ont envie d'évoluer dans le domaine, mais qui n'ont pas malheureusement les outils. Et c'est un peu notre faute à nous aussi, parce qu'on est passé par là, mais on ne partage pas suffisamment pour qu'ils comprennent. On les laisse se jeter dans le feu. Après, il y en a qui font n'importe quoi sur leur réseau, qui ont un flux extraordinaire, mais qui sont rejetés. Ça peut être un clash, après on les efface, il y a des comptes qui sont supprimés, parce qu'ils n'ont aucune connaissance en la matière. Donc, ils se jettent dans le feu. Voilà. Je pense que le terreau est devenu davantage plus fertile parce que un masterclass vient d'être donné. J'espère que les créateurs de contenu auront l'occasion de retourner sur les pages du Salon Férin et ils auront la possibilité d'écouter. Cette intervention d'Océane nous amène progressivement vers la fin. C'est vrai, on aurait beaucoup plus de temps qu'on reviendrait sur tous ces différents sujets. Et elle a parlé des différents défis, elle a donné des conseils, elle a orienté. Et aujourd'hui, pour vous, Effie, qui êtes une agence, c'est quoi le plus grand défi que vous devez relever
pour promouvoir ces promoteurs de contenu, ces différents influenceurs sur le territoire togolais? Quel est le défi face aux annonceurs? Quel est le défi face à ces personnes elles-mêmes dans la commercialisation de la marque qu'elles sont de façon générale? Bon, je vais recentrer un peu. Je vais commencer par... au début, par rapport à Océane, quand elle me disait... non, en fait, Océane, je crois qu'on est sur la même longueur d'onde parce que... en fait, en un premier temps, je ne pense pas que quelqu'un naît déjà avec toute une équipe dans le milieu digital. Donc, je crois qu'on parlait un peu de la même chose. Toute personne, que ce soit un créateur de contenu, un influenceur, généralement, joue le rôle de chef d'orchestre. Mais il arrive à des moments où, lorsque vous commencez à évoluer, vous êtes obligé de déléguer. Et je ne pense pas que tu as commencé directement avec ton équipe actuelle. Tu as commencé sûrement en étant une très petite équipe et peut-être même une agence à taille humaine, si tu vois ce que je veux dire. Et c'est au fur et à mesure que tu as commencé à avoir plus de contrats et plus de marchés, que tu as commencé à grossir ton équipe et à avoir l'équipe aujourd'hui que tu as, que beaucoup de jeunes ont envie et que beaucoup de jeunes pensent que tu as commencé avec en fait. Bon, je vais répondre à ça. Je suis en partie d'accord, l'autre partie non, parce qu'il y a des personnes qui ont créé leur communauté du jour au lendemain. Par hasard. Par hasard. Et ça peut partir d'un gros buzz, un truc banal, quelqu'un qui n'a pas réalisé un jour se retrouver sur les réseaux sociaux et qui se retrouve sur les réseaux sociaux. Je vais donner un exemple. C'est par hasard. Je vais donner un exemple palpable. Le concours Bachelor. Afi, Andrea, de base, elle est make-up artiste. Elle est allée participer à un concours pour le fun. Elle est allée s'amuser. Mais le revers de la médaille l'oblige aujourd'hui à avoir une équipe. Moi, lorsque je vois ma petite sœur hier qui n'avait rien à faire avec les réseaux sociaux et qui me dit aujourd'hui, Océane, j'ai toute une équipe derrière moi du jour au lendemain, c'est qu'en réalité, c'est maintenant en fait que sa vie d'influenceuse commence. Parce que dès qu'elle est allée là-bas, je vais dire circonstance, elle a commencé à être suivie. Les gens ont commencé par chercher c'est qui Afi, c'est qui ses réseaux. Et c'est comme ça que vous avez une Rihanna, par exemple, qui a perdu son compte Instagram, ou bien qui n'était plus sur Instagram depuis un bon moment, qui est venue sur Instagram après un petit buzz. Et au bout de 15 minutes, elle était à plus de 5 millions d'abonnés. Ça peut se créer automatiquement. Mais quand ça se crée automatiquement, quelle est la réflexion à avoir derrière? Mais c'est un cas d'exception. C'est ce que je dis. Mais dans ce que Océane est en train de dire, aujourd'hui, c'est une invitation à la professionnalisation de la chose. C'est-à-dire bâtir un modèle économique dans la tête au sein duquel on se retrouve. Et comme tu l'as précisé, tout de suite, c'est même pouvoir avoir une équipe à la taille humaine. C'est bien également ça. Non, en fait, une agence à taille humaine, dans le sens où c'est vraiment une seule personne qui chapeaute et qui porte tous les chapeaux. Mais pour revenir par rapport à ta question, qu'est-ce que nous, agences, pouvons faire pour ces créateurs de contenu? Mais c'est de les accompagner et de les aider à avoir une marque, leur marque, vraiment propre et vraiment cohérente par rapport aux annonceurs à qui ils s'adressent. Les annonceurs, ils sont ouverts? Tout dépend des annonceurs. Sur Instagram, vous avez des influenceuses qui portent juste des bikinis, qui ne s'habillent pas en tailleur comme Océane, mais qui ont leurs annonceurs. Peut-être pour une banque, ça peut ne pas être bien vu par rapport à leur communauté, mais par rapport à des moments du marché qui vendent peut-être des bikinis ou qui vendent des petites lingeries, c'est cohérent par rapport à leur communauté. C'est-à-dire que le marché de l'influence au Togo est en pleine expansion. Je crois que le marché de l'influence au Togo a toujours été en expansion, mais c'est les réseaux sociaux qui ont un peu mis un caillou sous les chaussures de chacun. Et avec l'avènement des petits jargons influenceurs et tels, ça a fait que beaucoup ont peur de faire le premier pas. Sinon, ça a toujours existé. En tout cas, moi, c'est mon humble avis. Justement. Tout à l'heure, quand Manuela parlait de tout ce qui concerne, par exemple, le CCEP, c'est ça? Le CEP, non? CCP. Moi, je trouve que c'est une opportunité pour beaucoup d'influenceurs de faire des prêts bancables. Non, ils peuvent pas prendre le risque de faire des prêts. Attends. Je me explique. Ok. Vous voyez, vous avez
votre première année, vous faites le sacrifice, vous faites les épargnes. Parce que c'est proportionnellement à l'épargne que vous avez faite votre première année. Vous faites votre épargne, d'accord? Un montant quelconque, en tout cas, vous avez fait votre épargne sur 12 mois. Vous voulez commencer, en temps, vous avez déjà commencé à créer du contenu en solo. Ça, il n'y a pas de souci. On est en mode, je suis le chef d'orchestre, je travaille tout seul. À partir de la deuxième année, vous voulez construire votre équipe, comme l'a dit Océane, d'accord? Vous savez que vous devez prendre un monteur, vous devez prendre, si vous voulez, un spécialiste des scripts, parce qu'il faut quand même bosser les scripts, parce que beaucoup ne savent pas. Vous voulez prendre une maquilleuse si vous voulez, peu importe. Vous voulez prendre un spécialiste des réseaux sociaux qui va vous aider à gérer la page, comme ça vous vous concentrez sur le contenu. En somme, vous avez quand même un petit staff. Vous limitez au total les salaires peut-être à, je dirais, au bas mot, 400 000 par mois. Là, on parle de la deuxième année où vous avez eu le prêt, hein, d'accord? Donc, on peut partir sur entre 3 et 5 millions, d'accord, de prêts octroyés. Ouais. Je ne connais pas le montant, mais... Avec un taux d'intérêt... J'estime. Réservé aux influenceurs, hein? J'estime. Maintenant, voilà ce qui se passe. Pour avoir 10 000 vues, par exemple, sur YouTube ou sur TikTok, peu importe, vous devez, disons, dire que vous devez, par exemple, avoir au moins 100 vues par vidéo. Si vous faites 100 vidéos, d'accord, par mois, des vidéos de 3 à 4 minutes, chacune de ces 100 vidéos-là vous rapporte 100 vues. Vous avez 10 000 vues, n'est-ce pas? Les 10 000 vues, supposons que vous vendez un produit. Vous avez un produit où vous devez trouver, par exemple, un annonceur qui vous donne une partie, peut-être 10 000 francs par panier moyen. Quand vous faites 10 000 francs sur les 10 000 vues avec une conversion de 1%, on a au moins 100 acheteurs. D'accord? 10 000 vues converties à 1%, on a au moins 100 acheteurs. 100 acheteurs fois les 10 000 que vous gagnez par produit, vous avez au moins 1 million par mois. Là, vous avez déjà un revenu. Mais on part sur une base où vous avez déjà construit votre niche, vous savez exactement de quoi vous parlez, vous ne parlez pas de n'importe quoi. Si vous voulez par exemple vous mettre sur le marché de l'électroménager, vous parlez des choses électroménagères et vous allez voir peut-être des supermarchés, LG ou peu importe, mais des gens qui sont dans l'électroménager, qui peuvent vous accompagner. Vous n'allez pas me dire que ça n'existe pas parce que ces marques-là mettent de l'argent actuellement dans le marketing d'influence. Sur un an, si vous arrivez vraiment à avoir 100 acheteurs qui vous font un panier moyen de 10 000, ça vous fait 1 million par mois, vous pouvez rembourser votre prêt au bout de quelques temps. Je ne peux pas dire les chiffres, mais au bout de quelques temps, c'est palpable. Avec un plan marketing, un business plan comme tel, je ne vois pas Orabank refuser de faire un prêt. Hein. Et là, on ne parle plus d'influenceurs, on parle d'entrepreneurs. Orabank, EFI ne voit pas Orabank refuser. C'est vrai, on est le temps ne le permet pas. Désormais, vous rencontrez le marabout, il lance les courriers digitaux et il vous sort un modèle économique très précis avec des détails et tout ce qui va avec. Et lorsque le marabout du digital vous sort un modèle économique, Orabank vous finance nécessairement. Et c'est vrai, un dernier mot pour la fin, le temps ne nous permet pas de tourner autour de la question de façon significative. Je pense que le terreau deviendra beaucoup plus fertile. Les partenaires vont financer. L'année prochaine, Orabank mettra à la disposition du salon un montant beaucoup plus important pour que des panels comme ça puissent être développés davantage même après la fin du salon. C'est par ma voix qu'Orabank vous annonce cela, si vous pouvez confirmer. Qu'est-ce qu'il faut ajouter? Il faut ajouter que Orabank reste à votre écoute. Et que si vous avez des projets, si vous êtes intéressé pour être accompagné par la banque, la meilleure des choses à faire, c'est d'abord de nous approcher, de discuter avec nos chargés de compte, de vous aussi vous renseigner sur comment fonctionne un crédit pour savoir comment aussi faire votre demande, comment poser vos questions pour qu'on vous accompagne le mieux possible. Voilà. Merci Manuela. Les femmes d'abord avant EFI, Yiforchi, c'est ça? Océane? Un dernier mot, je ne sais pas s'il y en a encore, je pense que j'ai tout dit, c'est vraiment d'exhorter les jeunes à vraiment
se questionner sur un domaine d'activité avant de s'y jeter et de considérer que si on a la chance aujourd'hui de vivre, c'est pour rentabiliser et qu'on n'a pas beaucoup de temps à perdre. C'est dans la jeunesse seulement qu'on peut maximiser et pouvoir créer un avenir pour soi. Et donc, si on a des outils qu'on peut mettre en avant pour pouvoir se sécuriser un avenir, c'est maintenant qu'il faut en saisir l'opportunité et en profiter, mais à fond. Voilà. Le web marabout. Bon, revenez me voir pour le business model. Mais plus sérieusement, je pense réellement que lorsqu'un dossier est bien ficelé par rapport à tout ce qui a été dit, si une personne vraiment sérieuse de s'engager dans cette voie-là et de vouloir porter sa voix pour pouvoir essayer de convertir des gens, de parler au nom des entreprises, etc., de créer du contenu à un dossier bien ficelé et tout est bien fait, peut vraiment marcher dans ce domaine, peu importe, sans ou avec prêt, peu importe. Ah oui. J'ai une chose à ajouter. Ça, c'est pour tous ceux qui s'intéresseraient au domaine, qui voudraient s'inspirer des différents modèles qu'on a avec nous ce soir. Sachez rester aussi authentique. Parce que c'est bien beau de s'accompagner d'une équipe, d'avoir un script rédigé, d'avoir le make-up et tout. Mais si à la fin, ça reste vide, où on voit excessivement de la publicité, où on voit que ce que vous vendez, c'est vraiment juste pour vous faire de l'argent, nous, on n'est pas forcément intéressés par ça. Nous, on est intéressés par la qualité de votre relation avec votre communauté, la vision, ce que vous inspirez aux gens qui vous suivent. Donc, ce n'est pas le fast, ce n'est pas je suis tout le temps propre sur moi-même et que je suscite l'envie auprès des gens qui me suivent, mais c'est plutôt je suis quelqu'un qui va amener la jeunesse à voir plus loin, à entreprendre, etc. Et je rentre dans ces valeurs humaine, engagée et audacieuse d'Aurabank. Voilà. Authenticité, originalité, créativité, je pense que ces différents mots résument suffisamment ce qu'il faudrait pour développer une certaine communauté et devenir influent pour que les marques comme Aurabank puissent vous appeler, pour que les agences comme Gombo Digital puissent vous promouvoir et afin que vous puissiez développer un chiffre d'affaires assez élevé pour avoir Océane comme ambassadrice. C'était... Ça coûte pas cher. Oui, surtout qu'elle coûte seulement autour de 6 chiffres qui s'ajoutent au premier pour que ça fasse 7. C'était le Salon Ferroin qui nous a accordé cette opportunité d'échanger autour des enjeux de non seulement ce qui est influence, de ce qui est digital. Nous avons abordé les questions relatives au secteur, aux définitions et même nous avons un peu débordé en allant essentiellement sur la définition d'un modèle économique pour un influenceur avec des conseils pratiques d'Océane. Rendez-vous prochainement pour parler davantage de ce qu'il faut pour être influenceur. Merci au Salon Ferroin et à la prochaine. Merci. Le temps. Merci. Le temps était très bref. Hors antenne, je pense que... Faites-vous partie de ceux qui agissent et comptent marquer l'histoire d'une Afrique riche et prospère. Terreau Fertile vous invite du 1er au 5 novembre au Palais des Congrès de Lomé pour l'édition 4 du Salon Ferrine. Venez booster vos affaires, développer un réseau professionnel solide, rencontrer des entrepreneurs, des investisseurs, des personnalités publiques et politiques, nationaux et internationaux. Participez aux conférences, talk shows, ateliers, concours de projets, expositions.